En pratique, l'outil qui va nous permettre de gérer notre positionnement comme institution financière, c'est ce qu'on appelle la carte perceptuelle. C'est quoi une carte perceptuelle? D'ailleurs, devant vous, vous avez une carte perceptuelle. Comme son nom l'indique, c'est une représentation graphique, comme dans une carte géographique. Maintenant, c'est une carte qui va refléter quoi? Comme son nom l'indique, elle va refléter les perceptions. Les perceptions de qui? Bien sûr, les perceptions des consommateurs dans un marché. Des perceptions par rapport à quoi? Que reflète la carte perceptuelle? La carte perceptuelle est une représentation graphique qui va refléter la perception des consommateurs en matière ou en termes de similarité ou de différence qu'ils considèrent entre les différentes institutions financières qui offrent des services et des produits financiers sur le marché. Ce qui fait que la carte perceptuelle que vous avez devant vous définit maintenant ou évalue les perceptions, présente les perceptions des consommateurs dans un marché vis-à-vis de 5 principales institutions, dont la nôtre. Donc, une carte perceptuelle va nous permettre de positionner notre institution financière par rapport aux autres institutions qui sont concurrentes. Cette carte perceptuelle nous donne 2 principales informations. La première information, c'est le degré de similarité ou degré de différence de notre institution par rapport aux autres institutions. Par exemple, on voit très bien que notre institution est proche du concurrent A, de l'institution A, ce qui fait que les consommateurs nous perçoivent, nous donnent une image similaire à l'institution A, différente légèrement de l'institution D, très différente de l'institution C et de l'institution B. Donc, le degré de rapprochement ou d'éloignement sur la carte, comme dans une carte géographique, dénote de quoi? Dénote du degré de similarité ou de différence entre les institutions financières. Ça, c'est la première information que la carte perceptuelle va nous donner. La deuxième information maintenant, c'est les critères qui vont nous permettre de distinguer les institutions. Et ici, on a idéalement toujours, comme dans une carte géographique, 2 critères. Un critère horizontal, et ici, ça, c'est le critère 1, qui est l'équivalent, bien sûr, dans les cartes géographiques de l'Est et de l'Ouest, et un critère maintenant vertical, qui est le critère 2, qui serait dans les cartes géographiques le Nord et le Sud. C'est ce qui nous permet maintenant de dire que notre institution est proche de l'institution rivale A. Pourquoi elle est proche? Parce que sur le critère 1 et sur le critère 2, ils ont une évaluation qui est positive aux yeux des consommateurs. Très différente maintenant de notre rival C, que les consommateurs considèrent comme ayant sur le critère 1 et sur le critère 2 des évaluations qui sont négatives. Nous sommes maintenant différents du rival B, de l'institution B. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la même évaluation sur le critère 1. Vous voyez très bien que nous, sur le critère 1, on a une évaluation positive, alors que le concurrent B, l'institution B, a une évaluation qui est négative. Mais sur le critère 2 maintenant, on a presque la même évaluation. Contrairement au concurrent D ou à l'institution D, où on voit très bien que ce qui nous distingue d'elle, c'est surtout le critère 2, où nous, on a une évaluation positive et l'institution a une évaluation négative. Mais sur le critère 1 maintenant, on a la même évaluation. C'est la carte perceptuelle. N'oubliez jamais qu'une carte perceptuelle, comme son nom l'indique, nous donne une idée sur les perceptions des consommateurs, c'est-à-dire la façon avec laquelle ils nous voient, la façon avec laquelle ils nous considèrent, la façon avec laquelle ils nous catégorisent comme institutions financières, particulièrement bien sûr par rapport à nos produits et services, dans leur esprit, par rapport aux concurrents,
Donc, la carte perceptuelle définit deux informations importantes. D'abord, le degré de similarité et de différence d'image par rapport aux autres institutions. Et deux, les critères sur lesquels les consommateurs, nos clients, se basent pour nous distinguer par rapport à nos autres concurrents. En pratique maintenant, comment construire une carte perceptuelle? Une carte perceptuelle, encore une fois, est issue d'un travail de terrain, d'un travail d'investigation. Quand on cherche à concevoir une carte perceptuelle, on va faire une étude de marché, on va faire une recherche marketing qui consiste à parcourir 4 grandes étapes. La première étape, c'est de définir les critères, les axes sur lesquels on va évaluer maintenant les différentes institutions financières en termes de leurs produits et leurs services, les évaluer par qui? Par des consommateurs cibles. Ce qui fait que la première étape, c'est d'identifier ces critères. Est-ce qu'on va utiliser la qualité de service? Est-ce qu'on va utiliser la qualité du personnel? Bien sûr, on va prendre plusieurs critères. Comment on va établir ces critères? Comment on va connaître ce qu'on appelle ces attributs? C'est à travers des groupes de discussion. On va réunir autour de la table, par exemple, si je veux avoir une carte perceptuelle des institutions bancaires au Mali. Pour dessiner cette carte, pour dégager cette carte, j'ai besoin d'axes. Comment je vais dégager les axes? Est-ce que je vais les imaginer moi-même, les critères? Non. Je vais demander à mes clients cibles qui demandent les produits bancaires. Pour vous, qu'est-ce qui définit une bonne institution financière? Pourquoi vous allez choisir telle institution plutôt que telle autre institution? Et là, ils vont vous donner plusieurs critères. La proximité, la qualité du service, la qualité du personnel, l'aménagement de l'institution financière, le fait qu'elle ait des outils en ligne. Donc, ils vont vous donner plusieurs critères. Et ces critères, on ne peut les dégager qu'à travers des focus groups, des groupes de discussion. Une fois nous avons ces critères, ce qu'on va demander dans une deuxième étape maintenant, c'est de faire une enquête par sondage. Qu'est-ce que ça veut dire une enquête par sondage? Vous vous rappelez très bien de votre cours de marketing de base où vous allez choisir un échantillon. Un échantillon, il faut qu'il soit représentatif de l'ensemble du marché. Et à qui vous allez administrer ce qu'on appelle un questionnaire. Pourquoi c'est important pour nous d'obtenir l'information à partir d'un questionnaire? Pour pouvoir généraliser ce qu'on va proposer. Pourquoi on va encore une fois utiliser un échantillon représentatif? C'est dans l'objectif de la généralisation. Pourquoi maintenant on va choisir un questionnaire? Parce qu'on a besoin de quantifier les perceptions. Donc vous voyez très bien, une carte perceptuelle ne peut être dégagée qu'à partir d'une enquête par sondage définie par deux éléments importants. Un questionnaire qui va permettre de quantifier les perceptions, mesurer l'image de chaque institution. Deux, ce questionnaire doit être administré auprès d'un échantillon représentatif pour que la carte perceptuelle qu'on va obtenir ne reflète pas l'avis ou les perceptions d'un responsable marketing d'une institution, mais elle reflète les perceptions des consommateurs qu'on peut généraliser. Bien sûr, une fois nous avons collecté ces informations, on va les traiter et il y a bien sûr des logiciels qui permettent de effectuer cela pour pouvoir maintenant dégager à partir de plusieurs critères deux grands axes parce qu'idéalement pour nous serait qu'une carte soit bidimensionnelle, c'est-à-dire sur deux dimensions. Par la suite, on va placer maintenant chaque institution évaluée sur chacun de ces critères sur cette carte. C'est ce qui va nous permettre d'obtenir cette carte perceptuelle. En pratique maintenant, je vais vous donner un exemple ici d'une carte perceptuelle qui positionne trois banques rivales. On a trois banques, la banque interprovinciale, la banque nordique, la banque populaire. En plus, on a voulu les positionner par rapport à une banque idéale pour nos clients cibles. Donc, vous comprenez très bien qu'on a demandé à nos clients, à nos consommateurs dans un marché de nous donner leur avis sur la banque interprovinciale, la banque nordique,
la banque populaire, et une banque idéale qu'il aimerait bien avoir. C'est la carte perceptuelle qu'on a obtenue. Et donc, vous voyez très bien dans cette carte perceptuelle comment on va l'interpréter. D'abord, la première chose, c'est le degré de similarité et de différence entre les différentes banques. Supposons que nous sommes la banque populaire. Donc, il est évident que lorsqu'on regarde maintenant les positionnements des trois banques, on voit très bien que nous sommes la banque qui est la plus proche de la banque idéale, donc de ce que veulent les consommateurs, c'est-à-dire que nous réussissons dans notre marché. Nous sommes différents de la banque nordique. Différents sur quelle dimension? Différents sur la dimension de la prestation du service. Nous sommes très différents de la banque interprovinciale. Qui fait que la deuxième information maintenant, la deuxième information qu'on va essayer d'obtenir à partir de cette carte perceptuelle. Sur quoi on est perçu comme étant similaire et sur quelle dimension on est perçu comme étant différent? Qu'est-ce qui fait que les consommateurs nous perçoivent comme étant proches de leur banque idéale? Et qu'est-ce qui fait qu'ils perçoivent que nous sommes différents de la banque nordique ou de la banque interprovinciale? Ce sont les axes de différenciation qui vont nous l'indiquer. D'abord, il y a l'axe horizontal. C'est l'axe de la qualité du personnel en contact avec le client. On voit très bien que lorsqu'on est à droite, ça veut dire qu'on a un personnel qui est compétent, un bon personnel. Ce qu'on appelait tout à l'heure, notre collègue a appelé ça comme la force de vente. Ceux qui sont situés à gauche maintenant de l'axe, c'est ceux qui ont une mauvaise évaluation, ceux que les consommateurs perçoivent comme ayant un personnel qui n'est pas en contact avec le client, qui n'est pas bon, qui ne répond pas à leur satisfaction. Le deuxième axe maintenant, c'est l'axe des produits et services qui sont offerts, où en haut, ce sont les institutions maintenant qui vont avoir ou qui vont être perçues comme offrant des produits et services qui sont d'une excellente qualité. Et en bas, c'est des institutions qui sont perçues comme offrant des produits et des services de mauvaise qualité. Ce qui fait que, bien sûr, que veulent les consommateurs? C'est clair, ils veulent une institution financière qui offre des bons produits et services, mais également qui dispose d'un personnel en contact avec le client qui est également bon. Donc, ce sont les deux critères les deux dimensions qui déterminent ce que veulent les consommateurs. Nous, maintenant, par rapport à leur banque idéale, on voit très bien qu'on est très, très bien perçu. Supposons que nous sommes la banque populaire. Maintenant, qu'est-ce qui nous distingue de la banque nordique? La banque nordique est perçue comme une banque qui a un bon personnel, pas un excellent personnel comme le nôtre, parce qu'on voit très bien sur cet axe, on est très loin, on est au niveau à peu près de 50, alors que la banque rivale nordique, elle est aux alentours de 30. Bien sûr, on voit très bien que la banque interprovinciale, elle a une très mauvaise image de son personnel en contact avec le client. Faites attention, ici, ce qu'on est en train d'évaluer, c'est la perception des consommateurs. C'est la façon avec laquelle ils nous voient. Et ça, c'est sur le premier critère. Sur le deuxième critère maintenant de la qualité de produits et services que nous offrons, nous voyons très bien que nous sommes perçus par les consommateurs comme étant une institution financière qui offre des bons produits et services financiers. Ce qui n'est pas le cas maintenant de la banque interprovinciale, qui, elle, offre des produits des services financiers qui ne sont pas bons. C'est le cas également de la banque nordique qui n'offre pas des bons produits et services. Et donc, c'est ce que nous permet d'obtenir la carte perceptuelle. Donc, vous comprenez très bien que la carte perceptuelle nous permet d'obtenir ce qu'on appelle notre positionnement réel, c'est-à-dire notre image dans le marché. Si j'étais la banque populaire, je suis perçu comme une banque qui offre de bons produits et services financiers et qui a également un bon personnel en contact avec le client, ce qu'on appelle les personnels d'agence. La banque nordique, elle est perçue comme ayant une institution financière, une banque qui offre des produits et services qui ne sont pas bons. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils ne sont pas bons? C'est-à-dire qu'ils ne répondent pas aux besoins des clients.
avec un personnel qui est moyennement bon. On ne va pas dire qu'il est de la même qualité que la Banque populaire, mais il est moyennement bon. Le problème de la Banque interprovinciale, c'est qu'elle est perçue comme étant une institution qui offre de très mauvais produits et services financiers, qui ne répondent pas donc aux besoins des clients, avec un personnel qui n'est pas du tout également satisfaisant aux yeux, encore une fois, des consommateurs cibles. Derrière cela maintenant, comment on a pu construire cette carte perceptuelle? Est-ce que moi, le responsable marketing de la Banque populaire qui suis assis dans mon bureau pour essayer de dire comment les consommateurs me parlent? Non, on est descendu sur le terrain et on a demandé maintenant à un groupe de consommateurs, à un échantillon de 500 consommateurs que nous avons sélectionnés de façon à ce qu'ils soient représentatifs du marché. Et on leur a demandé sur 11 critères. Les files d'attente, longues ou courtes, la facilité de stationnement, les heures d'ouverture, l'accueil du personnel, la fiabilité du personnel, la compétence du personnel, les intérêts élevés, puisqu'on est dans les produits et services financiers, la localisation de l'agence, les gammes de services offerts, la compréhension des clients, c'est-à-dire est-ce qu'on est, notre banque est proche de nous, est-ce qu'elle est loin de nous, est-ce qu'elle nous comprend quand on a un problème de paiement d'un crédit par exemple ou pas, est-ce qu'elle peut nous avancer, on sait pertinemment que notre salaire va nous entrer, est-ce qu'elle va nous avancer de l'argent avant la fin du mois ou pas, les intérêts également élevés sur l'épargne qui fait partie des produits financiers. Donc on a évalué sur 11 critères nos 3 institutions maintenant, la Banque interprovinciale, la Banque nordique et la Banque populaire. En plus, on a demandé aux consommateurs quelle serait pour vous la banque idéale sur ces différents critères. Bien sûr, la banque idéale reflète ce que veulent les consommateurs cibles. Et on voit très bien que ce que veulent les consommateurs cibles, ils veulent une banque où il y a des files d'attente très courtes, où il y a un personnel accueillant, où il y a un personnel compétent, où il y a une certaine gamme de produits très étendue. Donc, ils ne veulent pas changer d'institution ou de banque quand ils vont chercher le service. Ils veulent avoir le compte courant avec le compte d'épargne, avec le crédit, avec tous les services intégrés dans une seule institution. C'est ce que veulent les institutions. Par exemple, sur le critère compréhension des clients, ce n'est pas un critère qui pour eux définit la qualité de l'institution financière. Comment maintenant chacune des institutions est évaluée? Et vous avez ici les évaluations de chaque institution sur chacun de ces critères, où -3 signifie que c'est une mauvaise évaluation qui va aller jusqu'à 3, ce qu'on appelle, et vous l'avez probablement vu dans le cours de marketing de base, dans le cours de recherche marketing, c'est une échelle d'évaluation d'Osgood où on a une évaluation négative à gauche et une évaluation positive à droite. Et on voit très bien que notre institution, en vert ici, a de bonnes évaluations, a les meilleures évaluations puisqu'elle est située le plus à droite. Elle est considérée comme une institution financière qui a des files d'attente très courtes, qui a un personnel accueillant, qui a un personnel fiable, qui comprend ses clients, qui présente des taux d'intérêt faibles. Et donc, c'est ainsi qu'elle est perçue par les institutions, contrairement à la banque interprovinciale, où vous voyez très bien, elle est perçue par les consommateurs comme ayant des files d'attente très longues. Elle est perçue comme ayant un personnel qui n'est pas du tout fiable, qui n'est pas du tout accueillant. Et on voit très bien, elle a beaucoup d'évaluations dans la zone négative sur les 2 grandes dimensions, où on voit ici les critères 4, 5 et 6 résument ce que nous avons appelé tout à l'heure la qualité du personnel en contact avec le client. Les 8 autres critères résument la qualité des produits et services que nous avons offerts. Et donc, vous voyez très bien, cette carte perceptuelle provient d'une recherche marketing. Faites attention, une carte perceptuelle, et malheureusement, c'est l'erreur qu'on risque que certains responsables dans des banques, dans des assurances commettent. C'est que c'est eux-mêmes qui définissent cette carte perceptuelle. Or non, comme son nom l'indique, c'est une carte qui doit émaner des perceptions des consommateurs et c'est elle finalement qui va vous dire exactement comment vous perçoivent vos clients par rapport aux autres institutions et par rapport à l'institution qui serait idéale pour vous.
Sans cet outil pratique, une institution financière, une banque par exemple, ne peut pas savoir où est-ce qu'elle est et ce qu'elle doit faire pour l'avenir. Lorsqu'on va parler de positionnement, faites attention, jusque-là, j'ai toujours parlé de positionnement réel, c'est-à-dire la façon avec laquelle les consommateurs me perçoivent. Dans le positionnement, il y a deux types de positionnement. Il y a le positionnement qui est voulu par les institutions. C'est l'image qu'on aimerait bien refléter. Et il y a le positionnement réel, c'est-à-dire notre image telle qu'elle est perçue par les consommateurs. Bien sûr, la carte perceptuelle nous donne le positionnement réel, c'est-à-dire la façon avec laquelle nos clients nous perçoivent dans le marché. Le positionnement voulu, c'est ce qu'on aimerait bien être et il existe souvent dans les plans marketing des entreprises. Donc, dans le plan marketing d'une institution financière, une banque, on va voir l'image qu'elle veut refléter, les atouts qu'elle veut utiliser pour se faire différencier par rapport aux concurrents. Bien sûr, ce positionnement voulu, il provient de quoi? D'abord, des segments choisis. En effet, c'est un positionnement qui est voulu en fonction d'un groupe cible qu'on aimerait bien rejoindre. Mais il est également défini par les spécificités de nos offres de produits. Comme je l'ai dit tout à l'heure, si je m'adresse aux Maliens à l'étranger, ça c'est le segment que je cherche à cibler. Il est évident que je dois offrir maintenant un pack qui cible les Maliens à l'étranger. Je ne peux pas cibler les Maliens résidant à l'étranger avec les mêmes produits et services que j'offre à des Maliens qui sont résidents au Mali. Donc, je dois spécifier mon offre. Encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, un seul P ne suffit pas. Il faut appuyer cela par toute une stratégie marketing, c'est-à-dire une bonne analyse, mais également un bon plan d'action avec de la distribution, de la communication, de la distribution, de la tarification, une gestion de personnel qui est dédiée, un environnement qui est en phase avec notre positionnement voulu. Par exemple, quand la BIM veut cibler la BDM veut cibler les Maliens à l'étranger et qu'elle conçoit une offre de service pour eux, elle ne peut pas par la suite ne pas utiliser les technologies de l'information et de la communication, notamment les services en ligne pour leur offrir ces services, pour leur permettre d'accéder à ces services. Un Malien à l'étranger, s'il veut retirer de l'argent, s'il veut déposer de l'argent, s'il veut transférer de l'argent, il ne va pas se déplacer en agence au Mali ou il ne va pas attendre son retour au Mali pour effectuer ces transactions. Il faut lui offrir, lui, d'abord et avant tout, ces outils en ligne qui lui permettent d'effectuer les transactions. Or, tout cela rentre dans une stratégie de marketing globale. Donc, c'est ainsi que nous définissons notre positionnement en pratique et la gestion de ce positionnement en pratique. Maintenant, il faut faire très attention. Avec le positionnement, on va parler également de repositionnement. Qu'est-ce que le repositionnement? Le repositionnement est un changement d'image maintenant. Pourquoi une institution financière, une banque ou une institution ou une assurance ou un établissement financier décide de changer d'image, donc de se repositionner? Se repositionner signifie qu'il avait éventuellement, préalablement, une autre image qu'il veut changer. Pourquoi maintenant une institution financière désire changer une image? Soit parce qu'elle a échoué son image d'origine, soit parce qu'on a un positionnement qui est flou. Les consommateurs n'arrivent pas à savoir exactement qui nous sommes. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va se repositionner pour clarifier qui nous sommes. Par exemple, on s'appelle le groupe Saham. Ça peut ne rien signifier pour les consommateurs. Notre communication pourrait être inefficace et donc les consommateurs n'ont pas compris qui nous sommes. Donc, c'est important qu'ils sachent qui nous sommes. On peut avoir un positionnement qui est restreint, qui est limité à un groupe de consommateurs bien déterminé. Et une institution financière peut se limiter à une clientèle bien déterminée et peut être perçue comme
une institution financière qui ne cible qu'une catégorie de clients. Par exemple, quand on s'appelle la banque agricole ou le crédit agricole, on peut croire a priori que nous sommes limités à une clientèle d'agriculteurs. C'est peut-être notre mission au début, mais qui peut évoluer dans le temps. Et par conséquent, on peut changer d'image. On peut maintenant avoir un positionnement confus, c'est-à-dire qu'on a plusieurs images. Et malheureusement, quand une institution financière a plusieurs images, elle risque de faire fuir les consommateurs. Comme je l'ai dit tout à l'heure également, un positionnement, c'est important d'avoir les moyens de le réussir. Ce qui fait que les consommateurs peuvent douter de votre image parce qu'ils doutent de vos moyens de pouvoir offrir ce que vous laissez croire pouvoir offrir à vos clients. C'est pour cela qu'une institution financière peut décider de faire un repositionnement. Des exemples de cela, au niveau maintenant de la situation dans plusieurs pays à travers le monde, où la banque était une institution qui assurait fondamentalement la poste, où la poste assurait fondamentalement tout ce qui est envoi et réception de lettres, tout ce qui est envoi et réception de colis. Donc, le courrier et l'envoi et la réception de colis étaient le courrier et les colis étaient les principales activités de la poste. Maintenant, un peu partout dans le monde, les postes ont évolué. Et dans plusieurs pays aujourd'hui, la poste est devenue une institution financière. Comment la poste maintenant est-elle devenue une institution financière? D'abord, comme c'est le cas au Mali. Au Mali, où la poste maintenant, au-delà d'offrir ses activités traditionnelles, de permettre l'envoi de courrier, de permettre l'envoi, je parle de l'envoi et la réception, l'envoi et la réception de colis, l'obtention de casiers postaux. Également, Poste du Mali offre la possibilité de transférer de l'argent à travers son MEI, donc le mandat express international, à travers son partenariat d'ailleurs avec Western Union. Donc, elle a mis un pied dans les services financiers. En France, par exemple, la Poste est devenue aujourd'hui la banque postale. Et donc, vous voyez très bien, qu'est-ce qu'elle annonce? Elle annonce qu'elle a une nouvelle identité. C'est une nouvelle image. On n'est plus la Poste qui va vous permettre d'envoyer et de recevoir des lettres, du courrier, ou d'envoyer et de recevoir des colis, mais aussi cette Poste maintenant, qui, en France, a commencé par permettre l'ouverture de ce qu'on appelle des comptes postaux. C'est-à-dire, vous pouvez recevoir votre salaire dans un compte à la Poste et vous pouvez retirer de l'argent à la Poste. Ça, c'était les premières activités que la Poste a commencé à effectuer, d'ailleurs, non seulement en France, mais dans plusieurs pays en Afrique. Mais aujourd'hui, la Poste a changé complètement pour devenir une véritable institution financière. Une institution financière qui vous permet d'épargner et non plus uniquement les comptes courants, déposer et retirer, mais également d'obtenir des crédits. La banque postale est devenue aussi une institution financière qui va segmenter, et rappelez-vous très bien les segments traditionnels qui sont les particuliers, les professionnels, les entreprises, les associations, le secteur public et local. Donc, vous voyez très bien, ça, ce sont les grands segments de la banque postale de France. Mais qui va entrer également au-delà des produits financiers de base comme les comptes de dépôt, comme les transferts. Elle va rentrer également dans les comptes d'épargne, dans les crédits et tous les autres produits financiers. La banque postale est même rentrée dans les produits d'assurance. Ce qui veut qu'aujourd'hui, la Poste en France s'appelle désormais la banque postale et veut se donner une nouvelle identité. Une autre institution que vous connaissez mieux que moi, Orange. Orange qui, à la base, un opérateur de téléphonie mobile. Quand elle s'est présentée sur le marché africain, plus particulièrement au Mali, Orange s'est présentée avec l'identité d'un opérateur de téléphonie mobile qui est venu concurrencer Malitel, par exemple, dans le domaine de la téléphonie.
Où est-ce qu'elle est aujourd'hui? À peu près 15 ans après son arrivée sur le marché, ou 20 ans après son arrivée sur le marché africain, où est-ce qu'on en est, Orange? Aujourd'hui, Orange a évolué d'un opérateur de téléphonie à une institution financière. Elle a commencé, c'est vrai, par Orange Money, avec la possibilité de transférer de l'argent à travers des SMS. Ensuite, à travers le paiement par SMS. Mais aujourd'hui, on voit très bien que la nouvelle identité que veut se donner Orange, c'est Orange Bank. Donc, c'est la banque Orange. Comme la banque postale, c'est la banque Orange. Et vous voyez très bien, l'image, il faut qu'elle se construise. On voit très bien, on veut garder notre image d'Orange parce que, effectivement, Orange a une image, et une image très forte dans le domaine de la télécommunication. Cependant, on va rajouter à cette image maintenant un nouvel atout, c'est l'atout de la banque. Et donc, on voit très bien du nom, on arrive à déceler le positionnement ou le nouveau positionnement qu'Orange veut se donner maintenant sur le marché mondial. Et d'ailleurs, il faut renforcer ce positionnement, bien sûr, par des produits. Et aujourd'hui, Orange vous offre exactement les mêmes produits financiers que n'importe quelle institution financière rivale. On le dit dans les communications, maintenant on envoie des mots, des photos, des vidéos. C'est ce qu'on avait l'habitude de faire maintenant avec notre téléphone en utilisant les services d'Orange. Maintenant, on va pouvoir envoyer des euros. On va avoir un compte maintenant qui va nous permettre d'avoir une carte de débit, une carte de crédit. On va avoir maintenant la possibilité d'obtenir, d'épargner. Et donc, vous comprenez très bien, Orange est en train de devenir une véritable institution financière. Je parlais tout à l'heure de ces institutions financières également qui sont en train de se convertir d'une simple coopérative de microfinance. L'exemple nous vient d'un cas canado-malien. D'abord, Desjardins. Desjardins est une coopérative de microfinance. C'est ces institutions qui gèrent les petits crédits et les petits épargnes pour permettre maintenant à monsieur tout le monde de pouvoir, le petit peuple surtout, de pouvoir utiliser les services financiers. Ça rentre dans le cadre de l'inclusion financière. Bien sûr, Desjardins est une institution qui est plus que centenaire. Aujourd'hui, qu'est-ce que Desjardins a décidé de faire? Depuis une vingtaine d'années, Desjardins, depuis fondamentalement 2001-2002, Desjardins a décidé de faire un pas, c'est-à-dire de sortir de cette idée d'une coopérative de microfinance qui gère le microcrédit et le micro-épargne, qui est la banque du petit peuple, pour devenir une vraie institution financière. Et d'ailleurs, avant, elle s'appelait la Caisse Desjardins, le mouvement Desjardins. Aujourd'hui, elle s'appelle désormais Desjardins. Parce qu'il ne faut pas non plus perdre sa clientèle de base. Mais qu'est-ce qu'elle dit? On voit très bien dans son message, c'est clair. Desjardins, c'est plus qu'une banque. C'est non seulement une banque comme les autres banques rivales, comme la Banque de Montréal chez nous, ou la Banque nationale, ou la CIBC. Donc, c'est plus qu'une banque. C'est Desjardins, c'est-à-dire un acteur financier qui est toujours actif dans le développement durable, la raison principale de ces coopératives, ce qu'on appelle ces tantines, mais également c'est devenu une véritable banque. Et donc, elle peut attirer n'importe quel client et elle est la rivale de n'importe quel client. Desjardins, il y a plus d'une trentaine d'années, à peu près 27 ans, elle est rentrée en partenariat pour lancer au Mali le réseau de Nessigisso, qui est également le même concept, le concept d'une coopérative de microfinance. Et également, depuis une quinzaine d'années, Desjardins, et j'étais impliqué dans ce projet, où Desjardins a voulu également transférer ce désir de changement de ce réseau des caisses d'épargne et de crédit qui est une coopérative de microcrédit, pour faire en sorte que cette coopérative de microfinance devient véritablement une institution financière. Et donc, vous comprenez très bien que c'est de cette façon
qu'on peut changer d'image. J'ai parlé tout à l'heure de Desjardins. Regardez ce qu'est devenu Desjardins aujourd'hui. Et on voit très bien qu'elle n'a rien envié aux autres institutions financières. Ça, ce sont ces guichets automatiques. Ça, c'est l'institution financière de l'intérieur. Elle développe des concepts nouveaux. Ça, c'est une de ses dernières nouveautés, une succursale qui est à 100% électronique et ça contribue maintenant à ce désir de changer d'image. Bien sûr, Desjardins qui était uniquement dans le micro-épargne, dans le micro-crédit est devenu aujourd'hui un vrai groupe financier. Il œuvre dans le domaine des assurances et c'est une grande compagnie d'assurance. En plus d'être une grande banque, elle a augmenté énormément ses clients d'une banque traditionnelle du petit peuple. Elle est devenue une banque moderne et on voit très bien aujourd'hui comment elle n'a rien à envier aux autres institutions financières.